L'analyse mathématique des résultats, qui constituait le contenu de la séquence précédente, nous a permis d'estimer, grâce à la méthode des moindres carrés, les coefficients des modèles polynomiaux ainsi que les résidus. Parmi les modèles polynomiaux, on avait un modèle de degré 1 et un modèle de degré 2 sous forme canonique, ainsi que la forme synergique du modèle de degré 3. Et donc l'analyse statistique va nous permettre de porter un jugement sur les résultats obtenus, et en particulier de dire si la qualité du modèle est suffisamment descriptive et suffisamment prédictive pour pouvoir faire de l'optimisation. Alors, l'analyse statistique va être scindée en deux séquences. Dans la séquence que nous abordons actuellement, nous allons chiffrer la qualité descriptive et prédictive des modèles. Et dans la séquence suivante, nous proposerons une transformation de Box-Cox pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité prédictive du modèle. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse statistique? Eh bien, de façon générale, on va mettre en œuvre des méthodes statistiques pour nous aider à prendre des décisions. Et on va prendre des décisions sur quoi? Sur les résultats de l'analyse mathématique, à savoir un modèle. Je reprends pour l'exemple la forme canonique du modèle de degré 2. Ce modèle, il est descriptif, il est prédictif, et donc, à défaut de lire cette information sur l'équation du modèle, il va falloir mettre en œuvre un test statistique. Un modèle, c'est ici un modèle polynomial, donc une somme de monômes. Dans chacun des monômes, nous avons des coefficients, et on peut se poser la question sur le caractère significatif ou non de ces coefficients. Et enfin, l'analyse mathématique nous a permis de calculer des résidus, les écarts entre les valeurs observées lors de la campagne expérimentale et les valeurs restituées par l'équation du modèle. Et on va se demander si ces écarts sont acceptables par rapport à ce qu'on veut faire, et autrement dit, est-ce que les résidus sont normalement distribués? Voilà quelles sont les phrases types que l'on retrouve dans l'analyse de régression. Alors, dans le cadre des présentations d'études de cas, au moins d'initiation au plan de mélange, on se limite à deux caractéristiques qui sont essentielles dans un premier temps, c'est quelle est la qualité descriptive d'un modèle et quelle est sa qualité prédictive. Bien évidemment, si d'ores et déjà vous avez besoin de rentrer dans des tests statistiques plus approfondis, vous pouvez vous reporter aux références bibliographiques qui sont indiquées au bas de l'écran, ou alors faire appel à des livres sur l'analyse de régression. Alors, comment chiffrer la qualité descriptive? Eh bien, on souhaite tous que le modèle passe le plus près possible des points expérimentaux, et pour juger de cette proximité, eh bien, on va mettre côte à côte, on va rapprocher les deux vecteurs que vous voyez entourés en vert à l'écran, à savoir le vecteur des réponses mesurées et le vecteur Y-chapeau des réponses calculées à partir de l'équation du modèle. Ces deux vecteurs, on va en faire, les valeurs de ces deux vecteurs, de ces deux colonnes, on va en faire un graphique qu'on appelle le graphe d'adéquation, graphe sur lequel on va faire figurer la première bisectrice. La première bisectrice, c'est le lieu pour lequel les valeurs des abscisses sont égales aux valeurs des ordonnées. Y égale X, Y ici égale Y chapeau. Plus les points représentés en bleu dans le plan de la figure seront sur la première bisectrice ou seront proches de la première bisectrice, plus le modèle sera descriptif. Et on voit ici que la forme canonique du modèle de degré 1 est loin d'être descriptive, puisque, nous l'avions vu dans l'analyse globale, les réponses varient de 0,62 à 3,69, et dans l'espace Y chapeau, les réponses ne dépassent jamais 1,70, ce qu'on voit à l'écran. Donc le modèle de degré 1 n'est pas du tout fait pour décrire la variation des résultats. On l'avait même vu dans l'analyse globale en regardant et en supputant des courbures. Alors, regardons le modèle de degré 2. Le modèle de degré 2, ou du moins la forme canonique du modèle polynomial de degré 2, semble beaucoup plus approprié pour décrire la variation des résultats, puisque les points bleus, chaque point bleu a une abscisse qui vaut Y et une ordonnée qui vaut Y chapeau.
Les points bleus sont beaucoup plus proches de la première bisectrice. On voit toujours un point qui se détache en haut à droite dans ce plan. C'est le point central pour lequel la valeur de la réponse en mégapascal est significativement plus élevée que pour l'ensemble des autres points. Et puis, nous l'avions dit, le maillage proposé par les auteurs permet d'estimer sans problème les coefficients du modèle synergique de degré 3, qu'on appelle encore le modèle de degré 3 réduit, et là encore, ce modèle semble peut-être un tout petit peu meilleur, ou sinon à peu près équivalent au modèle précédent en termes descriptifs. Alors le graphe d'adéquation ne représente pas un test formel, c'est un outil qui va permettre d'orienter des hypothèses. Et pour savoir si le modèle de degré 2 est meilleur que le modèle synergique de degré 3, eh bien on va devoir mettre en œuvre un test statistique et en particulier calculer la qualité descriptive du modèle. Alors pour calculer la qualité descriptive d'un modèle, on fait appel à une décomposition qui est très classique dans le domaine de la métrologie, qui consiste à dire que toute valeur mesurée, par exemple la résistance à la compression mesurée pour un des essais du plan de mélange, est égale à une partie déterministe plus une partie aléatoire. La partie déterministe, ça va être l'équation du modèle. Mais la partie aléatoire, c'est ce qui n'est pas expliqué par l'équation du modèle et que nous avions appelé résidu. Alors, la partie valeur mesurée, c'est le vecteur des réponses, y. La partie déterministe, pour un modèle donné, c'est le vecteur y chapeau, qui dépend de l'équation du modèle. Et la partie aléatoire, on l'obtient par soustraction, terme à terme, des composantes des deux vecteurs précédents. Donc quand on veut comparer, il faut mettre côte à côte ces vecteurs. Alors ces vecteurs, ils ont le même nombre de lignes, et on va résumer ces vecteurs par la somme des carrés des écarts des valeurs par rapport à leur moyenne. Pour répondre à la question suivante, quelles sont la contribution de la partie déterministe et de la partie aléatoire dans la variation observée des résultats expérimentaux? Le vecteur y, lui, ne change pas indépendamment du modèle, et on veut essayer de trouver quelle est la contribution du vecteur y chapeau et du vecteur résidu pour expliquer la variation des résultats expérimentaux, en espérant trouver, parmi toutes les décompositions possibles, un modèle pour lequel la contribution de la partie aléatoire est suffisamment faible pour pouvoir considérer que la partie déterministe représente bien la variation de la réponse observée. Alors dès qu'il s'agit de variations, on fait classiquement appel en statistique, pour résumer les variations, à des sommes de carrés d'écart. La première somme de carrés d'écart, qui est notée SCT pour somme des carrés des écarts totaux, c'est la somme des carrés des valeurs moins la moyenne arithmétique de ces valeurs. On fait la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et la moyenne. Imaginez un instant que toutes les valeurs soient identiques, quel que soit le mélange réalisé. Elles seraient donc identiques à leur moyenne, et naturellement, la somme des carrés des écarts serait nulle. Donc plus la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne est grande, plus des effets se sont manifestés. Le fait de mélanger a permis de créer des variations importantes de la réponse. Cette fonction somme de carrés d'écart va être reproduite par rapport aux valeurs du vecteur des réponses prévues par le modèle, et on va créer une deuxième somme de carrés d'écart, SCM, M pour étant lié au modèle, qui est égale à la somme pour i égale 1 à n, ici n égale 13, des y chapeau i moins la moyenne des réponses prévues. Et une des propriétés de l'ajustement au sens des moindres carrés, c'est que la moyenne des réponses mesurées est égale à la moyenne des réponses calculées. Donc dans la parenthèse, on fait apparaître le même symbole y bar pour cette moyenne. Et enfin, le dernier terme, c'est la somme des carrés des écarts ou des résidus. C'est celle que l'on a minimisée en mettant en œuvre la méthode des moindres carrés. Mais naturellement, cette somme des carrés des écarts n'est pas nulle, parce que si elle était nulle, ça voudrait dire que chacune des valeurs
serait nul, et donc le modèle passerait exactement par tous les points expérimentaux, et nous aurions dans ce cas-là une qualité descriptive égale à 100%. Donc la somme des carrés des écarts, ça va être finalement la somme des carrés des résidus que l'on souhaite la plus faible possible. Plus une somme de termes positifs est faible, plus chacun des termes est petit, et donc plus le modèle passera près des points expérimentaux. Une propriété particulière des résidus, qui sont une des conséquences de l'application de la méthode des moindres carrés, c'est que la somme ou la moyenne de ces résidus est égale à 0. Alors, les sommes de carrés que l'on vient de calculer, on les reporte classiquement dans un tableau d'analyse de régression, et dans la première colonne, où il y a des valeurs numériques, on reporte ces sommes de carrés, et on vérifie, alors on vérifie de visu ici, puis on va le détailler au-dessous, que la somme des carrés des écarts total, SCT, qui vaut 8,1302, est rigoureusement égale à la somme des deux sommes de carrés d'écart qui sont au-dessus, SCM et SCE. C'est ce qu'on appelle l'équation d'analyse de régression. Alors c'est ce qu'on va voir ici, le SCT, nous allons le décomposer, nous allons introduire dans yi moins y bar au carré, on va introduire 0 sous la forme de plus y chapeau i moins y chapeau i, c'est ce que vous voyez apparaître dans le terme entre crochets. Si on développe cette identité remarquable, yi moins y chapeau i plus y chapeau i moins y bar au carré, on fait apparaître la somme des carrés du premier terme, plus la somme des carrés du second terme, et en raison des propriétés de la moyenne arithmétique, la somme des doubles produits est nulle. Ce qui fait qu'on voit apparaître une décomposition remarquable qui nous dit que la somme des carrés des écarts total, SCT, est égale à la somme des carrés des écarts, plus donc des résidus, plus la somme des carrés des écarts liés au modèle. C'est ce que vous voyez ici qu'on appelle l'équation d'analyse de variance, et dans le cas précis, ici, c'est l'équation d'analyse de régression. Alors, dans cette équation, le dernier terme, SCT, est toujours constant, quel que soit le modèle utilisé, que vous utilisiez la forme canonique du modèle de degré 1, de degré 2, le modèle synergique, la somme des carrés des écarts total, c'est un constat expérimental. Et donc on va fabriquer un premier indicateur qu'on appelle R2, c'est le coefficient de détermination R2, qui va être le rapport de SCM sur SCT, qu'on peut encore écrire, compte tenu de la relation entre les trois sommes de carrés d'écart, 1 moins SCE sur SCT. Et ici, ce rapport vaut 94,56%. Plus ce rapport se rapproche de 1, plus la somme des carrés des écarts, SCE, sera petite. À la limite, si tous les écarts étaient nuls, le modèle passerait exactement par tous les points du nuage de points, et on aurait une qualité descriptive de 100%. Donc plus cet indicateur est élevé, il peut varier entre 0 et 1, plus la qualité descriptive du modèle sera grande. Mais il faut mettre un bémol à cette affirmation, ce coefficient est sensible au nombre de coefficients présents dans le modèle. C'est-à-dire que si l'on veut comparer des modèles de degré 1 avec des modèles de degré 2, ou encore un modèle synergique de degré 3, il va falloir ajuster la valeur de ce coefficient en fonction du nombre de coefficients que l'on a introduit dans l'équation du modèle. C'est pour ça que l'on introduit tout de suite un coefficient de détermination R2 ajusté, qui va être finalement une adaptation du coefficient précédent en divisant les deux sommes de carrés d'écart que vous voyez apparaître à l'écran, SCE et SCT, par le nombre de degrés de liberté respectifs. Le nombre de degrés de liberté lié à SCT, c'est n-1, c'est le nombre de valeurs expérimentales dont vous disposez, moins 1, c'est le dénominateur de la variance, quand vous mettez toutes les données dans un même tableau sans distinction de provenance. Si vous prenez le vecteur des réponses et que vous ignorez tout ce qui s'est passé à côté, ce vecteur-là, si vous calculez la dispersion des valeurs autour de leur moyenne, la variance aura un dénominateur égal à n-1. La somme des carrés des écarts que vous voyez au numérateur, SCE, elle va être relativisée par n-p, c'est-à-dire le nombre de degrés de liberté qu'il nous reste, puisque parmi n expériences, nous en avons consommé, si je puis dire, P,
pour trouver les coefficients. Donc il nous reste bien n-p degrés de liberté. Et donc c'est ce coefficient R2 ajusté qui va nous permettre de comparer le modèle de degré 2 avec, par exemple, le modèle synergique de degré 3. Tout calcul fait, vous voyez apparaître au bas de l'écran un R2 ajusté qui vaut 90,67%. Et on doit rappeler à cette étape-là que le R2 ajusté est toujours inférieur ou égal à R2 et que malgré le carré qui intervient dans sa notation, ce coefficient pourrait être négatif. Pour qu'il soit négatif, il suffit que le rapport SCE sur n-p, qui représente la variance résiduelle, l'emporte sur la variance observée. Auquel cas, votre modèle n'est pas du tout descriptif. Donc, dans le cadre de la forme canonique d'un modèle de degré 2, la qualité descriptive, quantifiée par le coefficient R2 ajusté, vaut 90,67%, ce qui est plutôt satisfaisant. Alors, on va faire un récapitulatif pour les trois modèles que nous avions envisagés au départ. Le modèle de degré 1, dont on a dit à plusieurs reprises qu'il n'allait pas servir à grand-chose, compte tenu des courbures potentielles qu'on pouvait prédire dans ce domaine expérimental. Vous voyez qu'il a un R2 qui est inférieur à 10%. Par contre, dès que le modèle permet de décrire ou de prendre en compte des courbures, que ce soit la forme canonique du modèle de degré 2 ou encore le modèle synergique, eh bien vous voyez que les couples R2, R2 ajustés sont plus grands que 90%. Donc finalement, pour le moment, nous avons des modèles qui ont une qualité descriptive largement suffisante pour pouvoir s'inspirer de ces modèles pour décrire la variation du module de rupture dans le domaine expérimental. Mais n'oublions pas que l'objectif des expérimentateurs est non seulement de décrire à partir d'un modèle, mais surtout prédire dans quel endroit du domaine il faut se situer pour maximiser la résistance à la compression. Et donc, dans les problèmes d'optimisation, il faut aller au-delà de la simple qualité descriptive et introduire un indicateur qui est la qualité prédictive. Et cet indicateur, nous allons le calculer maintenant en faisant appel à une nouvelle matrice qui s'appelle la matrice H, puisque cette matrice va nous permettre, à partir de ces termes diagonaux, que l'on note H indice II, la répétition de l'indice indiquant que nous sommes sur la diagonale de cette matrice, va nous permettre de transformer très simplement, et je vous renvoie au chapitre de cours sur l'analyse statistique, va nous permettre de transformer très simplement les écarts de description, E indice I, en écarts de prédiction, E indice entre parenthèses I, au travers d'un coefficient amplificateur dont nous avons déjà discuté lors de la construction de la matrice d'expérience, qui est 1 sur 1 moins HII. En fait, les termes diagonaux de la matrice H, qu'on appelle des leviers, vont servir d'amplificateur des écarts de description pour trouver les écarts de prédiction par l'intermédiaire d'une méthode qui est une méthode de validation croisée. Alors comment fonctionne-t-elle? Elle consiste, pour faire la prédiction, à enlever un essai ou un à un les essais du plan de mélange et calculer avec les mélanges restants un modèle. Et à partir des mélanges restants et de l'équation que vous obtenez, vous vérifiez si cette équation vous permet de retrouver l'expérience que vous avez enlevée. Comme vous avez enlevé une expérience, vous l'avez mise entre parenthèses. C'est ce qui explique la notation de cet écart de prédiction. Alors on va obtenir très simplement le vecteur des écarts de prédiction. On sait qu'on pourra le calculer pour la bonne et simple raison, c'est qu'aucun des HII n'est égal à 1. Nous l'avions vérifié, ou nous avions pris soin de le vérifier, dès que la matrice d'expérience avait été arrêtée. Si par cas, dans une matrice d'expérience, vous tombez sur un HII, sur un levier qui est égal à 1, empressez-vous de diminuer ce levier en répétant au moins cette expérience de façon à minimiser sa contribution et autoriser le calcul de la qualité prédictive du modèle. Alors, je rappelle ici, pour le modèle de degré 2, le graphe des leviers. Donc les valeurs HII, vous pouvez les lire à peu près à l'écran. Et donc au centre du domaine, on va, si on imagine que l'on a HII qui est égal à 0,7, 1 moins 0,7 ça fait 0,3, 1 sur 0,3, ça va être le facteur d'amplification de l'écart de description que nous avions calculé lors de l'étape mathématique.
Alors, nous partons du module de rupture des valeurs observées. Suite à la mise en œuvre de la méthode des moindres carrés, nous avions obtenu le vecteur y chapeau. Ce vecteur y chapeau nous avait permis de calculer le vecteur des résidus, que l'on a résumé par la somme des carrés. Et ce vecteur des résidus, eh bien, on va appliquer ces fameux coefficients d'amplification, 1 que multiplie 1 moins HII, de façon à avoir les écarts de prédiction. Et comme les leviers sont inférieurs ou égaux à 1, les écarts de prédiction seront toujours plus grands que les écarts de description. Première ligne, l'écart de description vaut 0,11 mégapascal et l'écart de prédiction vaut 0,21. Pour la deuxième ligne, l'écart de description vaut 0,10 mégapascal et l'écart de prédiction vaut 0,17. Pour la dernière ligne, c'est là qu'on a un écart qui est fortement amplifié en raison de ce levier 0,70 qui, tout en étant acceptable, fait partie des plus forts leviers, puisque l'écart de description qui valait 0,31 devient un écart de prédiction qui vaut 1,04 mégapascal. Alors, les écarts de description, nous les avions résumés en faisant la somme des carrés. Eh bien, il n'y a pas de raison que l'on n'applique pas la même démarche pour résumer le vecteur des écarts de prédiction et pour obtenir ce qu'on note PRESS pour Prediction Error Sum of Square, la somme des carrés des erreurs, des écarts de prédiction. Et c'est ce qui va résumer ce vecteur, c'est la somme des E de I, entre parenthèses, au carré. Plus cette somme sera petite, plus les écarts de prédiction seront petits, et donc plus on aura une qualité prédictive importante. Et donc on va utiliser pour la qualité prédictive une formule très similaire à celle de la qualité descriptive, où nous calculions la quantité 1 moins SCE sur SCT, eh bien, nous allons calculer la qualité prédictive au travers d'un indicateur Q2 qui vaudra 1 moins PRESS sur SCT, et tout calcul fait dans cet exemple, la qualité prédictive résumée par le coefficient Q2 vaut 71,97%, ce qui est déjà fort appréciable. On rappelle qu'en raison de ces amplifications, la qualité prédictive ne peut être qu'inférieure ou égale à la qualité descriptive, et d'ailleurs la qualité prédictive pourrait être négative, enfin le coefficient Q2 pourrait être négatif. Pourquoi? Il suffit que la valeur de PRESS, la somme des carrés des écarts de prédiction, soit plus grande que la somme des carrés des écarts totaux. Donc ici, finalement, le modèle de degré 2 n'est pas un si mauvais modèle, puisque sa qualité descriptive jugée par le RE2 ajusté vaut 90%, et sa qualité prédictive vaut à peu près 72%. Alors, si on fait un récapitulatif, on s'aperçoit, en faisant la même chose pour le degré 1 et le degré synergique, c'est que le degré 1, on ne va pas du tout le retenir. Ce modèle, rappelez-vous, le RE2 était inférieur à 10%, donc par définition, le RE2 ajusté et le Q2 sont plus petits, voire ici négatifs. Et si on fait la balance entre le modèle de degré 2 et le degré 3, vous vous apercevez que si en qualité descriptive, au niveau des RE2 ajustés, nous avons des valeurs très voisines. D'ailleurs, le RE2 ajusté du modèle synergique est légèrement supérieur à celui de la forme canonique du modèle de degré 2. Par contre, l'amplification des écarts de description est un peu plus grande, et par voie de conséquence, la qualité prédictive du modèle synergique de degré 3 est inférieure. Donc on va essayer, ou les auteurs suggèrent de conserver le modèle qui a la plus forte qualité prédictive. Avec ceci quand même de gênant, c'est qu'au centre du domaine, on a un écart de prédiction qui est quand même un peu important. Et le centre du domaine, c'est l'endroit où effectivement on veut améliorer la résistance mécanique à la compression de ce liant puzzolanique. Donc c'est pour ça qu'on va faire une séquence spéciale qui va être à la suite de cette séquence, consacrée aux transformations de Box-Cox, qui vont essayer de proposer une transformation simple de manière à améliorer la qualité prédictive du modèle. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention dans la présentation de l'analyse statistique, certes limitée à la qualité descriptive et à la qualité prédictive, et je vous donne tout de suite rendez-vous dans une séquence complémentaire
qui va nous permettre de rappeler ce qu'est une transformation de Box-Cox, ou de découvrir pour les gens qui constateront cette transformation pour la première fois, et voir quelle transformation utiliser pour améliorer un petit peu, voire peut-être grandement, la qualité prédictive du modèle. Donc merci encore et rendez-vous tout de suite dans les transformations de Box-Cox.